Merci beaucoup. Donc 30 minutes, ça va être sportif. Mais voilà, ça me paraît pas mal comme thématique pour la journée. Donc je voulais vraiment vous remercier pour votre invitation. Voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir faire ce genre d'intervention et de dialogue avec des patients. Donc on a fait ce travail parce que avec le professeur Jérémy Selam, on travaille depuis plusieurs années. Donc lui est rhumatologue, moi je suis médecin nutritionniste. Et moi je m'occupe d'un service à l'hôpital européen Georges Pompidou qui s'occupe d'obésité sévère. Et bien sûr, la nutrition est au cœur de nos préoccupations. Et donc, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun entre ces deux maladies chroniques, enfin deux groupes de maladies chroniques. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans les détails et vous expliquer aussi pourquoi on travaille sur ce sujet. Donc, mes liens d'intérêt, pas très en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Alors, il y a une raison assez simple qui ne va pas vous surprendre. En fait, vous voyez plein de situations sur cette diapo où l'alimentation entre en jeu. Enfin, globalement, on doit tous manger à un moment ou un autre de la journée quand même, parce que si on s'arrête de manger, ça ne se termine pas très bien. Et le sujet, c'est de savoir si s'alimenter, ça va avoir un impact ou non sur notre état de santé. Et donc, c'est un petit peu pour ça qu'il y avait un point d'interrogation. En parallèle de ça, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions au cours des années sur cette épidémie qui est devenue un peu une pandémie qui s'appelle l'obésité chronique et qui, aujourd'hui, pour vous résumer cette diapositive, il y a beaucoup de chiffres, mais en fait, c'est très très simple. Le chiffre à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 18% de la population en France qui est atteinte d'une obésité. Vous savez que ça se définit par le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Donc, vous regarderez sur votre calculette après si vous voulez faire votre propre diagnostic. Et quand on cumule le surpoids et l'obésité, donc un seuil moins important et l'obésité qui est au-delà de 30 kilos par mètre carré, vous voyez que la population française, c'est presque 50% de la population qui a un problème de poids. Et donc, en fait, quand on relie les deux, on se dit bien qu'il y a quand même un problème autour de tout ça, puisque l'alimentation est au cœur de ces sujets. Alors, c'est toujours intéressant de regarder s'il y a un gradient, s'il y a certaines régions qui sont plus touchées que les autres par l'obésité. Et alors, en fait, ça a tendance un petit peu à s'estomper si on regarde des cartes un peu similaires d'il y a 10 ou 15 ans. Ça, c'est vraiment des données extrêmement récentes. Vous voyez que les Hauts-de-France, c'est 22% de la population en France. Donc, je vous disais, c'est 18% en moyenne pour la France. Et quand vous prenez le Sud, en particulier PACA ou Occitanie, on est presque à 6-7% de fréquence en moins. Donc, et ça, en fait, on le retrouve avec plein de maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, par exemple. Et un des liens, c'est aussi, bien sûr, le mode de vie, l'accès à l'activité physique, la façon dont on s'alimente. Alors, on a publié récemment avec plein de collègues rhumatologues, essentiellement rhumatologues, cet article. Et donc, c'est un travail qui avait été dirigé par le professeur Selam. On a fait une étude qui s'appelle Rhumadiète, où on a interrogé des patients qui ont soit de l'arthrose digitale, une PR ou une spondylarthrite, et on a fait un questionnaire pour voir la perception des patients vis-à-vis de l'alimentation. Alors vous voyez que c'est très intéressant parce qu'en fait, quand on les interroge, c'est vraiment déclaratif, et le propos était vraiment d'aller recueillir la parole des patients. Un quart des patients disent « oui, j'ai suivi ou j'ai suivi un régime particulier et notamment un régime d'exclusion pour essayer d'améliorer mon état de santé. » On va revenir sur ça après. Pas mal de gens nous disent « oui, je fais un régime sans lait de vache et sans gluten ». Donc là, ça devient un peu plus sportif quand même d'arriver à faire ça, mais bon, on en demandera l'avis aux spécialistes de l'os après si c'est bien d'enlever le lait de vache et tout le calcium de son alimentation. Je vous ai un petit peu répondu déjà. Ensuite, qu'est-ce que nous disent les patients ? Un patient sur deux nous dit « moi, oui, quand j'ai besoin d'informations, je vais sur Internet, je vais voir des sites un peu spécialisés ou je vais sur les réseaux sociaux. Et puis seulement dans un peu moins d'une fois sur 5, ils demandent l'avis de leur médecin. » Bon, visiblement, on ne sert vraiment à rien du tout.
Donc, en gros, c'est un peu ce qui est résumé ici. Il y a beaucoup de pratiques de régime qui sont associées à des recours à des médecines alternatives, à des médecines complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que près de la moitié des patients vous disent, moi, quand je prends ou quand j'enlève cet aliment, ça a un impact sur ma douleur. Alors, et vous voyez bien que là, il y a une limite très très importante pour nous en tant que médecins, c'est de se dire, le patient nous décrit quelque chose. Alors, c'est son expérience individuelle, on ne veut pas lui dire c'est faux puisque c'est ce qu'il vous décrit. La question c'est, est-ce que c'est déjà décrit ailleurs? Est-ce que c'est décrit dans la littérature scientifique? Et est-ce qu'on peut en faire une règle pour les autres? Et ça, je trouve que c'est cette limite qui est en fait vraiment importante pour nous médecins, ou en tout cas médecins universitaires, c'est de se dire, est-ce que ça, on peut le recommander sur des bases scientifiques? Et vous voyez que ça, je crois que c'est vraiment important. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer cette nuance qui est très importante pour mon collègue et moi-même, c'est de se dire à quel moment je suis en train de véhiculer quelque chose qui est une expérience individuelle ou une information scientifique. Et c'est un peu résumé sur cette diapo. C'est en fait ce moment où il peut y avoir une fracture, pour reprendre un terme de rhumatologiste, une fracture dans la relation médecin-malade. Le moment où le patient nous dit « ouais, mais moi, le chou, ça me fait du bien, la purée de pois chiches, ça me fait du bien, ça me diminue mes douleurs ». Mais le problème, c'est que, est-ce que nous, en tant que médecins, on voit ça dans des articles scientifiques? Ça peut être oui ou ça peut être non, et c'est là où le patient peut se dire oui, il faut que je le croie puisque c'est ce qui est publié, ou alors il raconte vraiment n'importe quoi puisque moi je ressens ça. Donc vous voyez que ça c'est quand même pas facile pour les médecins, et donc c'est pour ça que on s'est posé cette question-là et que la Société française de rhumato, j'y reviendrai après, a fait des recommandations utilisables pour les médecins, utilisables pour les patients, et qu'on s'est dit que la nutrition pouvait quand même avoir un impact. Donc un des éléments, c'est de se dire que, en fait, les aliments, alors vous voyez, on a mis d'un côté, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir avec la lumière, mais là, il y a plein de hamburgers, de frites, de pizzas. Alors, ce n'est pas du tout caricatural, hein. Et là, il y a des brocolis et quoi d'autre, des choux, peut-être, hein, ouais. Des pommes, des choux. Bon, même moi, je n'arrive pas à très bien voir, mais globalement, là, ça a l'air super bien, hein. C'est vert, et là, ça n'a pas l'air génial, hein. Et alors, en fait, l'idée qui est quand même toute simple, c'est que ces aliments, ils arrivent dans le tube digestif. Et il se trouve que dans le tube digestif, il y a plein de cellules immunitaires. Et il se trouve que la membrane synoviale, elle est vascularisée, et que donc les articulations sont en lien avec le monde intérieur, qui est celle du sang. Et ce sang, il est en lien avec le monde extérieur, c'est-à-dire l'alimentation. Donc, c'est un peu un raccourci, mais quand même, on se dit que tout ça pourrait être pas complètement stupide. Alors effectivement, les cellules immunitaires, elles peuvent capter certains aliments grâce à des récepteurs, pour simplifier. Et puis il y a aussi le microbiote intestinal, dont vous entendez beaucoup parler. Mais vous voyez que toute la question, c'est ce microbiote intestinal. Est-ce que ça veut dire que quand je prends des probiotiques, est-ce que ça a un impact sur mes rhumatismes inflammatoires? Donc c'est quand même pas déjà complètement la même chose de décrire chez des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires qu'ils ont un microbiote comme ci ou comme ça, et de se dire que c'est complètement lié à l'alimentation. On peut faire des associations, des liens, des relations, mais pour pouvoir dire, quand je donne une petite gélule avec des bactéries et que ça va modifier ma flore intestinale et que ça va modifier mon rhumatisme inflammatoire, vous voyez, c'est pas quand même complètement la même chose. Il y a un niveau de preuve qui est quand même supplémentaire et qui est aujourd'hui peut-être pas complètement atteint. Et puis, la dernière chose, certains aliments, selon leur source, peuvent avoir un effet pro- ou anti-inflammatoire, et c'est un peu tout ça qu'on a essayé de détailler dans ces recommandations de la Société française de rhumato. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les patients décrivent, et c'est ce qu'on a fait dans cette étude Rhumadiète, mais ça a été fait dans plein d'autres pays, les patients décrivent des pratiques alimentaires extrêmement variées. Les patients disent, moi je mange une alimentation qui est enrichie en tel ou tel groupe d'aliments, ou alors je prends systématiquement des compléments alimentaires. Ou alors, j'ai vraiment une pratique habituelle de régime d'exclusion, sans lactose, sans gluten, végétalien, ou alors je fais du jeûne. Et puis certains vous disent, non, mais moi je fais plutôt le régime Kousmine parce que j'ai lu sur Internet que c'était très très bien, le régime Kousmine ou Signalé. Ou alors je fais un régime très très basse calorie.
Je mange que 800 calories par jour et vraiment, je me sens vraiment très très bien. Bon, voilà, c'est ce que disent les patients. Et puis, le problème, c'est que quand on fait tout ça, là, tout ce que je viens de vous décrire, on pourrait appeler une sorte de grand gloubi-boulga, hein, comme on disait avant, ce grand gloubi-boulga, là, le problème, c'est que quand vous excluez des groupes d'aliments de votre alimentation, ça peut faire des carences nutritionnelles, des carences en fer, des carences en calcium, des carences en vitamine B9, B12, B1, etc. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Et là, le problème, c'est d'arriver à démontrer et se dire, est-ce qu'on croit ce qui est sur ces réseaux sociaux? Et c'est un peu ce qui a amené ce travail de la Société française de rhumato, qui a été coordonné par le professeur René-Marc Flippo, par le professeur Selam, Dayen de Montpellier, et puis plein de collègues de plein de métiers différents. Et on a aussi associé quelques ovnis, donc des médecins nutritionnistes, une diététicienne, Madame Pauline Rivière, qui représente l'association des diététiciens, et puis bien sûr des assos de patients, parce que là on était au cœur du sujet. Et vraiment, l'objectif de ça, il est résumé sur cette diapo, c'est que on a voulu dire, en fait, on va vous dire de manière la plus précise possible, disponible un jour donné, c'est-à-dire le jour où sont sorties ces recommandations. Est-ce que, donc, dans toutes ces revues scientifiques qu'on a pu trouver, est-ce que les conseils qu'on vous donne sont basés sur des preuves? Ou alors, est-ce que ça vient de la Gazette du village, qui peut être pas mal pour voir, par exemple, des résultats de pétanque, de trucs comme ça? Mais peut-être que ce n'était pas le plus adapté. J'aime bien la pétanque, hein, c'est pas le problème. Le problème, il est là, en fait. Hein, c'est est-ce qu'on peut vous recommander des choses? Donc voilà, on a essayé de faire un peu le distinguo entre les deux. Alors, le premier point, et on ne va pas revenir sur l'activité physique, parce que évidemment, les deux sont indissociables. Il y a beaucoup de données dans la littérature, vous êtes convaincus. Mais souvent, on pense activité physique, on voit quelqu'un avec des baskets de sport en train de faire du jogging à 15 km/h, ce que je suis incapable de faire personnellement. Vous voyez qu'en fait, c'est tout ça. En fait, c'est tout cet ensemble de micro-efforts que vous allez faire au cours de la journée. Vous téléphonez debout, vous marchez au lieu de rester assis pour téléphoner. Essayez de descendre un arrêt de bus avant l'arrivée, prendre des escaliers le plus possible, peut-être pas à chaque fois, dès que c'est possible. Tous ces micro-efforts, en fait, ils vont se cumuler au cours de la journée. Et dans les recommandations, d'ailleurs, d'activité physique qu'on peut voir maintenant pour plein de maladies chroniques, au début, c'était vraiment 30 minutes par jour, l'espèce voilà, le bloc monolithique un peu difficile et que personne n'arrivait à faire, en fait. Et aujourd'hui, on sait que c'est des séquences de plus petite durée, mais qui peuvent se cumuler au cours de la journée. Alors, et là, vraiment, c'est le point mais sur lequel on est intransigeant. Ni le professeur Selam, ni moi n'avons jamais dit que ce qu'on est en train de vous dire dans cette conférence aujourd'hui ou dans notre livre, c'est que vous allez manger et que ça va remplacer vos biothérapies et que c'est fini, vous pouvez tout jeter à la poubelle et tout est réglé. Non. Ce qu'on est en train de... faut rester raisonnable quand même. Hein. Ce qu'on est en train de dire, c'est sur cette petite part en plus, c'est-à-dire vous prenez vos traitements régulièrement, vous suivez ce que le docteur vous dit, mais est-ce que vous pouvez faire mieux? Voilà, plus, aller mieux, avoir un peu moins mal. C'est ça qu'on a essayé d'analyser dans la littérature. C'est une aide supplémentaire. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est ce qu'on a vu sur la diapo d'avant. Hein. Chaque petite chose, c'est une aide supplémentaire. Vous n'allez pas faire ça à la place de vos traitements. C'est en plus des traitements. Là, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, on est même allé plus loin. Dans la littérature, il n'y a aucune intervention nutritionnelle, que ce soit certains gourous qui vont vous dire le jeûne alternatif, ça va remplacer votre traitement. Et ça va très loin, parce que vous savez qu'en cancérologie, il y a des patients qui arrêtent leur chimiothérapie parce qu'ils vont dire « je fais un jeûne alternatif, ça va beaucoup mieux, ça va régler mon cancer ». Il y a un moment, on met la vie des gens en danger, donc il ne faut pas dire des choses comme ça. Et d'ailleurs, on l'argumente, on dit, dans la littérature scientifique, aucune intervention alimentaire n'a démontré qu'on pouvait arrêter les traitements et que ça permettait d'arrêter la destruction des articulations ou de guérir un rhumatisme inflammatoire. Attention, et ça c'est quelque chose qui est difficile à entendre, mais la médecine, elle évolue tout le temps. Là, on est en train de parler, il y a peut-être une étude qui est en train d'être publiée. Donc, vous avez une chercheuse dans la salle, par exemple, qui est pas très loin d'ici, au deuxième rang, qui est une personne très très connue, habillée en rouge avec un bandana, là. Voilà.
je la pointe pas directement, puisqu'elle est, je vous ai pas dit qui c'était, je vous ai pas dit que c'était Maud Le Gall. Mais voilà. Donc, c'est une chercheuse très très connue qui travaille à Bichat, par exemple. Je n'ai pas dit l'endroit où elle travaillait, voilà. Je vous donnerai son portable après. Donc, elle sait que là, je suis en train de dire quelque chose. Peut-être que cette nuit va être publiée une étude montrant que, en mangeant que des pommes ou des grenades, vous allez diminuer de 3 points sur une échelle de douleur, votre douleur. Peut-être, voilà. Et nous, on accepte ça. En fait, quand vous travaillez à l'hôpital, dans un hôpital universitaire, vous savez que le jour où vous êtes en train de dire quelque chose, votre connaissance, peut-être, elle va être caduque. Je vous donne un exemple sur le gluten. Bien sûr, je vais casser les régimes sans gluten, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a une super étude qui s'appelle Gluten SPA qui est en cours en France. Peut-être que nos collègues, ils vont démontrer que ça a un bénéfice. Je n'en sais rien, en fait. Et donc, on doit accepter ce « je n'en sais rien » un jour donné. Voilà. C'est dur à entendre, mais voilà. C'est comme ça. Alors, donc en fait, pourquoi s'intéresser à son alimentation? Parce que quand on s'intéresse à l'alimentation en tant que patient, c'est ce qu'on a vu dans plein d'autres maladies chroniques. Quand on commence à s'intéresser à son mode de vie, c'est qu'on est en train de prendre en charge soi-même sa maladie. On est en train d'en devenir acteur. Et alors, sans que ça... Alors, parce que ça, pour le coup, moi, je connais bien, hein, je vois ça toute la journée. Faut pas que ça devienne l'obsession. Hein. Je suis pas en train de vous dire, devenez des ayatollahs de l'alimentation. Surtout pas. Parce que sinon, après, vous allez enfin, surtout elle, parce que vous allez avoir son portable, mais vous allez l'appeler pour lui dire « Non, mais il m'a dit surtout des fruits et légumes, j'en ai ras-le-bol des fruits et légumes. » Donc non, c'est pas ça. C'est être un peu conscient, ajouter une petite pierre supplémentaire pour essayer d'améliorer les choses. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Alors, bien sûr, le surpoids ou l'obésité, ça a un impact majeur. Pourquoi ? Parce que on sait que quand on a un rhumatisme qui est en cours de poussée, par exemple, quand on a trop de poids, quand on est en surpoids, quand on est en obésité, les symptômes sont plus forts, les médicaments marchent moins bien. Donc clairement, il faut se faire aider, et c'est un peu ça l'enjeu aussi de ce qu'on a fait dans ce travail de recommandation, c'est de dire que les efforts qu'on peut faire, et c'est ce que je dis aussi à mes patients qui souffrent d'obésité sévère, c'est très très difficile de faire ça tout seul. C'est hyper dur. Quand vous faites 100-150 kilos, arriver à maigrir, c'est très difficile. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Vous prenez les recommandations américaines qui s'occupent de prise en charge de l'obésité, elles vous disent, pour réussir à perdre du poids en l'espace de 6 mois, il faut avoir eu au moins 12 consultations, 12 à 14 consultations avec un diététicien ou un médecin nutritionniste. Ça veut dire qu'il faut être vu tous les 15 jours. C'est très dur d'arriver à mettre ça en œuvre. En plus, les consultations de diététique, elles ne sont pas remboursées par la Sécu. Certaines mutuelles, et maintenant beaucoup de mutuelles en prennent quelques-unes en charge par an. Mais ça veut vraiment dire qu'en fait, il y a des points communs avec les rhumatismes inflammatoires. C'est cette notion d'accompagnement. Et donc, il faut se faire aider par son entourage. Donc, pas se faire critiquer par son entourage, mais se faire aider par son entourage. Essayer de commencer à travailler un petit peu la taille des portions, avoir un objectif qui est sur la durée et pas se dire que je vais réduire mon poids en l'espace de 4 semaines. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses. Et vous voyez que c'est quand même pas aussi simple parce que quand vous perdez du poids, vous perdez aussi du muscle. Et c'est vraiment pas du tout ce qu'on a envie d'avoir. Alors, le gluten. Oui, le gluten. Je regarde l'heure parce que... Non, ça va. J'ai encore 15 minutes max. OK. Bon, max. Le gluten. Le gluten, vous savez que c'est une protéine qu'on trouve essentiellement, pour faire simple, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle qui va être super fort en gluten et qui va me dire, vous ne m'avez pas parlé de la graine qu'on trouve dans le sud du Vietnam, qui elle-même vient de tel endroit et qui en fait a du gluten. Et je vais vous dire, je ne savais pas. Okay. Moi, j'ai appris ça. Blé, seigle et orge. Ce n'est pas trop dur à retenir. Alors, l'avoine, c'est un tout petit peu controversé parce qu'en fait, dans les usines, dans les filières de production, il peut y avoir des contaminations croisées parce que ça peut être des endroits où on met dans les emballages. Mais globalement, c'est quand même ce qu'il faut retenir, c'est blé, seigle et orge. Alors oui, la bière, en général, c'est fait avec du blé ou de l'orge, donc potentiellement, il peut y avoir un effet. Je ne suis pas en train de vous dire de boire de la bière toute la journée. Hein. Et puis après, il y a plein de céréales qui n'ont pas de gluten. Le riz, le maïs, le quinoa, le manioc, tout ça, les châtaignes, le soja, voilà. Alors, petit point important, l'alimentation cuisinée sans gluten, c'est différent de se dire j'achète des produits commerciaux sans gluten. Pourquoi ? Parce que ces produits-là transformés, c'est le cas de tous les produits transformés, ça coûte cher.
Donc, si la préoccupation, c'est de ne pas dépenser trop d'argent et de ne pas se dire je fais très bien, mais en fait, j'ai plus d'argent à la fin du mois, cuisinez plutôt avec des choses qui sont dans cette liste-là, si vous voulez éviter ça, plutôt que d'acheter des produits déjà transformés. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est bien pour les maladies inflammatoires d'exclure le gluten ? En fait, c'est un peu ce que je vous ai dit, ça coûte à peu près 2 à 2,5 fois plus cher. Et puis, il y a quand même un sujet d'isolement social. Quand vous êtes invité chez des gens et que vous dites « non, ça, je ne vais pas le manger, ça non plus, non, je veux pas », au bout d'un moment, les gens, ils vous invitent plus à manger, quoi, si je résume. Ou alors, ils vous disent d'amener votre Tupperware. Donc, c'est quand même pas super sympa. Et puis, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment ce problème de gluten ? En fait, vous savez, il y a des gens qui ont, je crois, je l'avais mis sur cette diapo, voilà, ouais. Donc, des gens qui ont une maladie cœliaque, donc c'est vraiment des gens qui ne peuvent pas manger de gluten du tout, parce qu'ils sont vraiment très malades. Alors, souvent, en fait, les gens vont retirer le gluten de l'alimentation et se dire « je vais beaucoup mieux ». Alors, souvent, il y a des choses rigolotes, parce que, par exemple, si je reviens en arrière, les gens vous disent « non, alors, ça y est, maintenant, ça va vraiment beaucoup mieux, j'ai enlevé tout le blé de mon alimentation, je ne mange plus du tout de blé. Maintenant, je prends exclusivement du seigle. Et ça va vraiment beaucoup mieux. » Bon, vous dites rien dans ces cas-là, parce que vous êtes un peu gêné. Mais si finalement le patient se sent mieux, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? J'ai pas de commentaire, en fait. Bon, le problème, c'est qu'il mange peut-être même plus de gluten qu'avant. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, les gens vous disent « j'ai une intolérance au gluten ». Il y a un truc qui s'appelle les FODMAPs. C'est tous ces sucres, c'est des dérivés du sucre, qui sont un peu partout dans l'alimentation. Et par exemple, dans les céréales, dont le blé et le seigle. Tiens. Mais il y en a un peu ailleurs. Il y en a aussi un peu dans les légumineuses, dans certains fruits, dans certains dérivés du lactose, etc. Alors, en fait, il y en a dans beaucoup d'endroits. Enlever tous les FODMAPs de l'alimentation, c'est pas si facile. Mais par exemple, on peut enlever tout ce qui contient des édulcorants. Vous voyez, les 0% en tout genre, le sorbitol, le mannitol, le xylitol, ça, il y en a pas mal dans les produits transformés. Et en fait, souvent, en enlevant le gluten, on enlève ces groupes-là. Et en enlevant ces groupes-là, on se sent mieux parce que c'est vrai que les FODMAPs, c'est pas très bien digéré par le tube digestif. Et donc, on enlève les gluten, mais en fait, on enlève ça et on se dit on se sent mieux. Et ça n'a vraiment rien à voir avec le gluten, pour de vrai. Bon, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, la réponse, c'est que le régime sans gluten, il n'y a aucune preuve du bénéfice sur les rhumatismes inflammatoires. C'est ça ma réponse, en fait. Donc, si vous avez envie de ne plus manger de blé, seigle et orge, ça ne me dérange pas du tout, sauf si vous vous endettez. Si c'est pour des raisons morales ou je ne sais pas quoi, très bien. Si vous demandez à votre médecin, est-ce que quand je fais ça, j'améliore mon rhumatisme inflammatoire ? La réponse est aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de ça. Et c'est ça le message que je vous transmets. Alors, les produits laitiers. Donc, vous voyez, globalement, on va faire très simple et résumé. Il y a le lait. Voilà, c'est non fermenté. Et puis après, il y a plein de choses qui sont dites fermentées. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi des probiotiques qui contiennent un peu ce genre de dérivés. Est-ce que ça peut m'aider à contrôler mon rhumatisme ? Alors aujourd'hui, il n'y a aucune donnée qui prouve ça. Et en fait, c'est assez amusant. Dans certaines études, on réintroduit du lait et du gluten chez des patients qui avaient fait un jeûne, puis un régime végétalien, et il n'y avait pas de rechute articulaire. Vous voyez déjà la complexité du dispositif, c'est pas simple. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a un rôle protecteur de tous les laitages fermentés sur les cancers, les maladies cardiovasculaires, peut-être sur les fractures de hanche, peut-être que mon collègue en parlera, mais globalement, alors je vais vous parler après des sources de calcium, parce que c'est très intéressant, mais non, tu vas peut-être en parler après. Non. Globalement, produits laitiers pour améliorer votre rhumatisme inflammatoire, continuez à manger du fromage, il n'y a aucun problème. Alors après, souvent, on dit oui. Alors on enlève tous les produits laitiers et on va trouver dans la mère nature plein d'autres choses. Bon, alors je vais essayer de vous décrire la diapo très simplement. Vous voyez, par exemple, vous prenez un yaourt, donc une portion de yaourt, 240 grammes. On va dire que ça fait un équivalent d'apport en calcium. Si vous me dites, je veux manger des épinards
pour apporter du calcium. Oui, bien sûr, dans les épinards, vous voyez la teneur en calcium, c'est élevé. C'est élevé. Presque autant que le lait. Le problème, c'est le pourcentage d'absorption. Quand vous prenez 115 grammes, pardon, quand vous prenez 85 grammes d'épinards, en fait, il n'y a que 5% qui est absorbé, qui devient un peu, comme on dit, biodisponible pour l'organisme. Ce qui veut dire que pour obtenir l'équivalent d'un yaourt ou un verre de lait, il faut manger 16 fois la portion de ça, quoi. Ça commence... Enfin, on n'est pas loin du camion-citerne pour arriver à... Voilà, peut-être qu'un yaourt, ça tient pas mal dans un frigo, un yaourt. Hein. Moi, je vous conseille. Hein, voilà. Bon, maintenant, vous me dites, ça me fait super mal au ventre, je déteste le lait, c'est horrible depuis que ma mère m'a obligé d'en boire et que mon père me faisait manger des yaourts à la cuillère, bon, ou un truc comme ça, un traumatisme grave de cet ordre-là. Bon, il y a quand même d'autres solutions. Il y a des produits au soja enrichis en calcium, il y a des eaux minérales qui sont très denses en calcium et qui vous permettent quand même de compenser, alors il faut pas mal boire, mais ça permet quand même de compenser l'arrêt des produits laitiers. Le jeûne, alors voilà, bon, vous voyez, on est dans une société d'abondance et tout le monde veut se serrer le kiki et plus rien manger. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez surprenant comme truc. Donc alors, il y a plein de jeûnes, donc je pense à peu près autant que de livres disponibles sur le marché. Alors des jeûnes hydriques, là on consomme que de l'eau. Bon, moi personnellement, je tiens 2-3 jours, après je suis en réanimation si je fais ça. Donc il y a des jeûnes intermittents. Donc on mange que 6 heures dans la journée, ou alors 1 jour par semaine, ou alors on fait 2 à 3 semaines où on boit que des infusions, des jus de fruits, des bouillons, et bien sûr vous allez payer pour aller rien manger. Ok. Et donc, est-ce que ça m'aide à contrôler mon rhumatisme ? En fait, vous voyez, dans les études, ce qu'on a retrouvé, c'est que c'est surtout des jeûnes stricts, on ne vous fait rien manger pendant 7 à 10 jours. L'effet, il est très modeste, ou nul, et bien sûr nettement inférieur aux médicaments, à l'effet des médicaments, ça on l'a déjà dit. C'est des études anciennes avec très peu de patients. La plupart des patients dans ces études abandonnent en cours d'études, donc ça c'est pas bon dans un essai clinique. Vous voyez, on vous prescrit un médicament où il y a 50% des gens qui ont arrêté le traitement en cours de route, où vous n'avez pas trop confiance quand même. Et puis, le problème du jeûne, c'est qu'il peut y avoir plein de carences. Et puis, ça peut déstabiliser d'autres maladies associées à votre rhumatisme. En gros, il n'y a aucun bénéfice, quoi. Voilà. Alors, maintenant, si vous me dites, moi, j'ai envie de faire du jeûne parce que ma religion, ma morale, ma philosophie de vie, mon compagnon me dit de faire ça. Bon. Et j'ai aucun problème avec ça. Mon point de vue n'est pas sur le fait que vous ayez cette pratique. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'en faisant ça, ça aide à contrôler ma maladie ? La seule réponse que je peux vous donner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de preuve de ça. Si ça vous fait du bien, allez-y, go, mangez pas, et puis faites un virement à l'association en échange. Vous aurez un double effet qui se coule comme ça. Mais si c'est pour contrôler votre maladie, non, là, moi, je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, il y a une preuve de ça. Il y a plein d'études en cours. Donc, dans 1 an, vous invitez Jérémy Selam et il va vous dire le point sur le jeûne dans le contrôle de rhumatisme inflammatoire. Il va vous dire il n'y a peut-être rien. Vous l'invitez en fonction de ce qui a été publié, vous l'invitez 1 minute ou 40 minutes. Et puis, on verra. Alors, les régimes végétariens ou végétaliens, là, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas grand-chose dans la littérature. Il n'y a pas beaucoup de preuves. Et le problème de ça, c'est les carences en fer, en B12, en zinc, en calcium. Donc en fait, encore une fois, nous, ce qu'on a besoin, c'est de vous transmettre ce message. Vous avez vu, j'aime bien faire un peu des blagues, mais je pense que ça aide à faire passer des messages scientifiques sérieux, en fait. Parce que c'est toujours une question de niveau de preuve. C'est est-ce que mon collègue ou moi, on peut vous dire « faites ça pour aller mieux ». On ne peut pas vous dire ça aujourd'hui. On peut vous dire qu'il n'y a pas de preuve. Et on peut vous dire que si vous faites ça, moi, j'ai aucun problème moral à ne pas vouloir manger de la viande, du poisson. Enfin, là, vous faites vraiment ce que vous voulez. J'ai pas de problème avec ça. Mais si vous le faites, faites-le de manière encadrée avec votre médecin traitant ou votre médecin rhumatologue. Faites des prises de sang régulières pour vérifier que vous n'avez pas de carence en vitamine B12 ou en fer. Voilà, juste faites les choses avec un encadrement. Vous vous souvenez, tout au début, les patients, c'est seulement 18% des patients qui vont poser des questions à leur médecin. Bon, peut-être
pour 2025, on peut peut-être se dire on passe de 18 à 20% peut-être. Un truc comme ça, quoi. Ça serait bien. Ça serait 10% de progression, on serait super content. Donc, globalement, après, dans la littérature, il y a un deuxième énorme gloubi-boulga de plein de régimes avec des noms bizarres, de gens ou d'époques, voilà, le paléolithique, voilà. C'est pas Monsieur Paléo ou Madame Paléo. Et en fait, là, c'est vraiment le désert des Tartares en termes de preuves, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Il y a soit une personne qui a fait une expérience et puis qui s'est dit « je vais faire un livre ». Voilà, bon, bah, c'est sympa, on est content pour lui. Mais est-ce que vous, en tant que patient, vous devez faire ce que lui, il a dit ? Bah, moyen, quoi, en fait. Et donc, bon... Encore une fois, c'est vraiment, je dis ça un peu sous l'angle de la rigolade, mais le sujet, il est quand même sérieux. On se dit, est-ce que je vais complètement changer mon mode de vie parce que Monsieur Bidule a dit que c'était super bien? Est-ce que ça ne va pas provoquer des troubles du comportement alimentaire, des carences nutritionnelles, m'isoler socialement parce que je vais refuser toutes les invitations à dîner? Bah, c'est cher payé quand même. Donc nous, en tant que médecins, on a envie de dire, bah, est-ce qu'il y a une preuve ou non? Bah, là, de toute cette liste, il n'y a pas de preuve. Voilà. Donc au total, et pour rester dans les temps, les régimes d'exclusion, bon, il n'y a pas de recette magique et il y a une très grande variabilité inter-individuelle, c'est-à-dire entre nous tous. C'est-à-dire que certaines personnes vont faire une expérience, il n'y a pas de conséquences médicales sévères et ils se sentent mieux, très bien, aucun problème. Mais il faut quand même avoir une approche pragmatique. S'il y a un lien entre les poussées et l'alimentation, bah, bof, quoi. Symptômes, alimentation, est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est digestif? Est-ce que c'est articulaire? Est-ce que quand vous faites quelque chose, il y a un effet ou pas? Et s'il n'y en a pas, bah, il faut peut-être arrêter de le faire. Vous voyez, vous faites du sans gluten parce que vous avez dit, bon, bah, je vais essayer. OK, vous essayez. Il ne se passe que dalle. Bah, arrêtez peut-être. Enfin, sauf si vous adorez la farine de quinoa, mais si, c'est très bien, les châtaignes, c'est super bon. Mais si, vous voyez, si vraiment l'objectif, c'est votre santé articulaire, bof, voilà, il n'y aura pas de preuve, en tout cas aujourd'hui. Et puis l'accompagnement, très important, les diététiciens, c'est quelque chose qui est vraiment accessible. Et puis... on en a discuté tout à l'heure, peut-être que l'année prochaine, vous pourriez inviter aussi une diète pour votre stand avec dans le petit salon d'accueil. Là. C'est une idée comme ça. Voilà. Voilà. Alors, dernier point, est-ce que les vitamines, les probiotiques, bof. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de conseils à vous donner sur ça. En revanche, et on va terminer là-dessus parce que c'est un peu le point positif, il se passe beaucoup de choses autour de l'alimentation, plutôt que régime d'ailleurs, alimentation méditerranéenne et les oméga-3. En fait, vous voyez cette pyramide du régime méditerranéen, c'est une pyramide dans laquelle la base, c'est quand même beaucoup de légumineuses, fruits et légumes, produits céréaliers. Et puis ensuite, plus on va monter, plus c'est des aliments qui vont être conseillés, on va dire, un peu dans la rareté. Aucun aliment n'est interdit. Ça n'existe pas des aliments interdits. En fait, même les aliments ultra transformés qu'on critique beaucoup dans notre livre, ils ne sont pas interdits. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses indispensables à la vie, c'est les glucides, lipides, protéines, dans une certaine proportion et avec un certain mode alimentaire. Et en fait, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que l'alimentation méditerranéenne, elle semble être quand même la plus favorable à l'équilibre des rhumatismes inflammatoires. Vous voyez plein de façons de le faire. Alors ça, c'est du thon. Hein. De loin, on dirait une entrecôte, mais c'est du thon. Voilà. Je préférais quand même un peu... parce que vraiment, vous allez dire, il raconte n'importe quoi. Il a pris en photo son dernier repas. Donc, vous voyez que c'est quand même cette diversification. Il y a un point assez... ça fait un peu gourou, alors j'hésite à vous dire ça, mais... Il y a pas mal de couleurs en fait sur ces diapos. Et c'est vrai que, alors vous pouvez mettre du ketchup, mais sinon, on voit bien qu'en fait, le point commun dans tout ça, c'est beaucoup de légumes, beaucoup de fibres et des produits céréaliers assez variés. Et je crois qu'en fait, il y a un certain rationnel à avoir ce type d'alimentation. Encore une fois, j'insiste, c'est pas non-stop, tous les jours, tout le temps, c'est essayer de tendre vers ça. Et c'est ça qu'on essaie de vous dire. En fait, il y a quand même quelque chose
qui est un peu sous-tendu autour de ça, c'est les oméga 3. Ces oméga 3, on peut en trouver soit d'origine marine, donc c'est plutôt les poissons gras, je vais y revenir après, soit d'origine végétale, je vais y revenir juste après. Alors, les compléments en oméga 3, oui, enfin, pourquoi pas, les études, elles sont pas complètement nulles, pour être complètement honnête, mais on n'a pas trop de preuves au-delà de 2-3 mois de traitement. Voilà. Si vous avez envie d'essayer, que ça vous fait du bien, ok. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas des études longue durée avec ces compléments alimentaires à base d'oméga 3, mais vous voyez qu'en fait, c'est plutôt ce qui est résumé sur cette diapo, plutôt les poissons gras. Alors quand on dit gras, c'est parce qu'ils sont plus riches en oméga 3 d'origine marine, et on sait que les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire, et ça on le retrouve dans plein d'études animales ou des études chez l'homme. Et puis les huiles de colza, lin, huile de noix, elles ont un effet aussi favorable parce qu'elles sont riches en oméga 3 d'origine végétale. Alors souvent on se pose la question, oui, après, on rentre vraiment dans des détails assez poussés, mais c'est sûr que c'est mieux de prendre des saumons sauvages par rapport à des saumons d'élevage, par exemple, parce que, il peut y avoir quand même pas mal de choses pas terribles dedans. Et en fait, le poison, la dose fait le poison et vice-versa, c'est que manger un même aliment, vous mangez du saumon tous les jours, au bout d'un moment, le principe, c'est vraiment la diversification alimentaire. Varier les sources, varier les types, les groupes d'aliments, ça va vous aider à aller mieux. Et vous voyez que quand on prend 150 grammes de saumon, en fait, on a l'équivalent de 3 grammes d'oméga 3, ce qui est déjà la dose, c'est une bonne dose déjà d'oméga 3. Et c'est ça qui est testé dans pas mal d'études, par exemple, sous forme de compléments. Donc, vous pouvez prendre des comprimés si ça vous fait plaisir de prendre des comprimés. En fait, en diversifiant, on arrive déjà... Les apports nutritionnels recommandés en oméga 3, c'est 2 grammes par jour. En prenant du saumon, déjà, on a couvert et on est au-dessus des apports en oméga 3 dans des doses qui ont été testées, qui ont montré un certain bénéfice. Et puis, les huiles enrichies en oméga 3, il y en a plein de sortes. On a parlé du lin, du colza, de l'huile de noix, et c'est déjà pas mal. Et puis, dernier point, c'est que dans certaines études, et notamment des études de protection cardiovasculaire, il y a une énorme étude en Espagne qui s'appelle Predimed, qui a pris des gens qui avaient fait des infarctus et qui leur a donné soit une petite poignée d'oléagineux, qui sont sur cette diapo, là, des noix, des amandes, soit un supplément en huile d'olive, eh bien, ça a montré une protection sur la récidive des événements cardiovasculaires, sur le fait de faire un deuxième infarctus. Donc vous voyez qu'en fait, c'est quand même pas du blabla tout ça. C'est-à-dire que quand on teste vraiment dans des grands essais ce mode alimentaire d'alimentation méditerranéenne, ça a quand même un certain bénéfice. Alors ce qui est intéressant, et c'est pour arriver vers la fin, en fait, ça c'est les recommandations du programme Nutrition Santé. Le programme Nutrition Santé, en fait, c'est des recommandations pour la population générale. Et un point important avec l'alimentation, j'ai beaucoup insisté sur cette notion d'isolement social. En fait, toujours le sujet, vous voyez même les patients qui ont un diabète de type 1, ils font attention à leurs glucides, ils s'injectent de l'insuline, ils ont des pompes à insuline, c'est pas facile. Et bien en fait, vous voyez que toutes les recommandations dont on a parlé aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui rejoint les recommandations pour la population générale. Je vais vous donner 2 exemples. Poissons et fruits de mer, au moins 2 fois par semaine, dont un poisson gras, hareng, maquereau, sardine, thon, saumon. Les fruits à coque, sans sel ajouté, bien sûr. Vous n'allez pas m'avoir comme ça. Sans sel ajouté, une poignée par jour. Une petite poignée, ça tient au creux de la main. N'en profitez pas non plus quand même. On ne s'emballe pas. Voilà. Amandes, noix, noisettes. Attention aux allergies, bien sûr. Vous allez me dire, j'ai suivi à la lettre, j'ai pris toutes les arachides, vous allez vous retrouver rapatrié par le SAMU. Moi, je prends mes précautions maintenant, donc vérifiez d'abord. Mais vous voyez quand même, c'est intéressant parce que petit à petit, et ça, c'est les nouvelles recommandations du programme Nutrition Santé. Si je dis nouveau, parce que vous voyez là, ça c'est nouveau, et ça c'est nouveau, sur la consommation de charcuterie, revue franchement à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la littérature, la science en médecine, elle évolue en permanence. Donc les recommandations, elles doivent évoluer en permanence, s'adapter, et ne soyez pas surprises, les informations, elles vont évoluer au cours du temps. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, les épices, il y a globalement absolument rien de démontré, mais voilà, moi j'utilise tout ça, c'est bien, c'est bon.
Voilà. Si c'est pour vous soigner, mettez pas 20 tonnes de curcuma dans votre bouffe, hein, mais c'est très très bon par contre, c'est délicieux. Donc, en résumé, la mise en pratique de cette alimentation plutôt que régime méditerranéenne, on peut le résumer, plus de fibres, plus d'oméga 3, diminuer la viande rouge, éliminer les ultra-transformés, limiter le sel. Et qu'est-ce que ça implique ? En fait, c'est que vous allez cuisiner, vous allez faire des choses plus en famille, avec des amis, et toute cette convivialité, ça va vous apporter beaucoup de choses. Et donc, en conclusion, pour ne pas dépasser mon temps, s'alimenter, en fait, c'est relativement simple. Ce qu'on vous donne comme message, c'est une alimentation qui va tendre vers l'alimentation méditerranéenne. Vous allez me dire, ouais, mais moi j'habite dans les Hauts-de-France, on est loin de Toulon, je ne suis pas méditerranéen. Oui, d'accord, je ne suis pas en train de vous dire de vous promener en pagne sur la plage, ce n'est pas ça le sujet là. Le sujet, c'est d'essayer de tendre vers cette alimentation. On trouve quand même des fibres dans le nord de la France, hein, pas me la raconter non plus. Il y a des légumes quand même dans le nord de la France. Vous n'êtes pas obligé de tout cuisiner avec du saindoux ou du beurre, on peut diversifier. Vous pouvez mettre de l'huile de colza. Enfin, vous voyez, il ne faut pas chercher tous les prétextes non plus. Oui, c'est plus facile quand on habite dans le sud de la France de tendre vers ce type d'alimentation. Mais je vais plus loin. Vous avez vu l'étude dont je vous ai parlé, elle était en Espagne. C'est quand même assez méditerranéen, l'Espagne. Hein. Dans cette étude, avec cette portion additionnelle de fruits à coque ou d'huile d'olive, il y a eu un bénéfice cardiovasculaire. Donc, même chez des gens qui ont une alimentation supposée méditerranéenne, quand on va dans des zones qui sont des zones d'alimentation qui sont plutôt protectrices, on a quand même un bénéfice. Il y a plein de sites internet, Manger sans s'enflammer, mangeretbouger.fr qui est le site du ministère, le site FAI2R, il y a plein de choses en fait, vous pouvez trouver plein d'informations sur internet. Et puis, il faut quand même remercier tous les collègues rhumatologues avec qui, c'est une liste non exhaustive, hein, il y a plein de rhumatos qui ont été impliqués, les assos de patients, et puis les associations, les sociétés de nutrition aussi qui ont contribué à ces recommandations de la SFR. Et puis, le mot de la fin, un petit coup de pub. Le livre, alors qui est absolument plus du tout disponible dans l'entrée parce qu'il n'y en a plus, mais voilà, vous vous débrouillez, quoi. Merci. Merci, professeur Tchernikov. Je pense que déjà dans sa présentation, le professeur Tchernikov a répondu à beaucoup de vos questions. Voilà, c'est plus la peine d'acheter le livre. Il reste 2 minutes pour poser 1 ou 2 questions supplémentaires. Alors je serai aussi là-bas, c'est oui, ça ? Oui. Pour répondre à vos questions auxquelles je ne saurais pas répondre, mais je serai là-bas avec ma collègue qui pourra vous répondre. Bon, alors écoutez, on va faire comme ça. Donc, je peux prendre quand même une question, hein, enfin. Une question. Allez, une. Une seule. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir tout ce qui est produit ayurvédique à base de gingembre, mélange curcuma, poivre, machin. Tout ça, il paraît que c'est très bon au niveau des problèmes articulaires inflammatoires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que j'ai vu barré, et barré, ça veut dire quoi ? Alors, pourquoi j'ai barré ? Alors, moi, tout ça, là, je l'utilise pour cuisiner. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez, à la maison. En fait, si la question c'est est-ce que le 12... on est le 12 ? Oui, on est le 12. Hein. Le 12 octobre 2024, est-ce que ça a un bénéfice démontré sur mon rhumatisme inflammatoire ? Réponse, non. Voilà, ça, la science dit ça. Est-ce que quand vous faites ça, vous vous sentez mieux ? C'est super, voilà. Expérience individuelle, littérature scientifique. C'est normand, pas méditerranéen. Alors, vous avez tout à fait raison parce que ma famille vient de Rouen et donc je me sens très à l'aise avec cette réponse. Mais non, mais je vous ai répondu ayurvédique. Alors, je ne connais pas très bien l'ayurvédisme, mais ça a l'air super. En revanche, là, j'ai vraiment répondu. C'est-à-dire que ça... Il n'y a pas de bénéfice dans des études. C'est-à-dire, je mange 1 kilo d'ail versus j'en mange pas. Est-ce que ça diminue mon échelle de douleur ? Mais il n'y a pas ces études, en fait. Alors, ça, c'est vraiment... Je voudrais vraiment que vous gardiez ce point-là en tête. Je ne dis pas ça a un effet négatif. Je dis il n'y a aujourd'hui pas de preuve. C'est très différent. Parce que dans un cas, on fait une étude
très bien conduite avec un groupe contrôle et on montre que c'est positif ou c'est négatif, moi je vous dis en fait il n'y a pas ces études. Ou alors c'est des études qu'en tant que scientifique on ne va pas considérer parce qu'elles n'ont pas une bonne qualité de méthodologie. Alors pourquoi le curcuma est barré? Alors le curcuma c'est super bon, moi j'en mets dans la viande, le poisson j'en mets plein. Mais il est barré parce qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites pour démontrer un peu avec insistance que le curcuma avait un bénéfice sur les rhumatismes inflammatoires. Le problème, c'est que ces études n'ont pas des très bonnes qualités méthodologiques, très peu de patients dans les études, des très faibles durées de suivi. Et globalement, ça conclut que c'est pas terrible, que ça montre pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc voilà. le curcuma Donc, bof, pour le goût et la couleur. Le goût et la couleur, voilà. Excellent. Et le professeur Roux m'avait dit, est-ce que tu peux chauffer la salle? Et donc j'ai chauffé la salle, voilà. J'espère que vous êtes en forme. Voilà. Merci.